Donald Trump travaille à la création de sa propre organisation internationale, et nous devrions en parler. Ce week-end, des médias comme Haaretz ont rapporté que le Gaza Board of Peace de Trump vise à rivaliser avec les Nations Unies et leur charte. Alors, de quoi s'agit-il exactement et comment devons-nous le comprendre? Trump essaie-t-il réellement de construire une organisation concurrente de l'ONU? Je dirais que non, ce n'est pas ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est quelque chose de très typiquement trumpien. Il essaie de créer une organisation pour lui-même, qu'il pourra utiliser comme un instrument, même après avoir quitté la présidence des États-Unis. Voyons comment nous devrions interpréter cela. Ce message concerne la charte du Conseil de la paix qui a été envoyée ce week-end à une cinquantaine d'États ou plus. Heureusement, nous avons le texte de ce Conseil de la paix, ou du moins, je devrais dire qu'il est exact de dire que nous ne l'avons pas encore obtenu d'une source officielle, du moins pas une que j'ai pu trouver. Mais le Times of Israel affirme l'avoir consulté et avoir effectivement publié le texte intégral de la charte. Supposons qu'il s'agisse bien du texte authentique de la charte. À mes yeux, il semble crédible. Passons-le donc en revue et j'essaierai ensuite d'expliquer ce qui se passe actuellement. La charte elle-même n'est pas très longue et elle est vraiment remarquable, je vous l'assure, pour quiconque a déjà vu ce genre de document. Et peut-être la bonne nouvelle d'abord. Trump ne construit pas une ONU rivale. Il ne crée pas une structure alternative, mais il essaie clairement de mettre en place quelque chose qui puisse lui servir de véhicule. Le premier article de la mission de la Charte indique déjà ce que ce sera. Le Conseil de la paix est une organisation internationale qui cherche à promouvoir la stabilité, à rétablir une gouvernance fiable et légale, et à assurer une paix durable dans les zones touchées ou menacées par des conflits. Le Conseil de la paix entreprendra de telles activités, des fonctions de consolidation de la paix, conformément au droit international et selon ce qui pourra être approuvé dans le cadre de cette charte. Et je pense que l'expression clé ici est vraiment « fonction de consolidation de la paix ». Here is really peace building functions and maybe we should even take away the peace but we should build et peut-être devrions-nous même retirer le mot paix pour nous concentrer sur le mot construction car Donald Trump dans cette charte n'inclut pas par exemple d'article sur le pouvoir militaire du Conseil. Elle ne contient pas non plus d'article sur la défense collective. Donc il ne s'agit pas d'une forme d'alliance. Il s'agit uniquement de mettre en place une organisation aussi superficielle et creuse que possible, mais avec lui comme pièce maîtresse. Nous allons examiner cela dans un instant, afin que vous puissiez voir jusqu'où vont les pouvoirs du président, car il se nomme lui-même, à travers cette charte, président de l'organisation. Et le président est, plus ou moins, le roi de l'organisation, celui qui détient tout le pouvoir entre ses mains. Who has all the power in his hands. Let me just maybe back off for one moment. Permettez-moi de prendre un peu de recul un instant et de vous montrer que la Maison-Blanche a récemment publié une déclaration le 16 janvier concernant Donald Trump qui se félicitait de la création du soi-disant Comité national pour l'administration de Gaza, le CNAG. Maintenant, qu'est-ce que le CNAG? C'est la structure ou le conseil de gouvernance envisagé par le processus de paix de Trump aux Nations Unies. Et je dois aussi dire ici que tout cela constitue en réalité une très grande insulte, une mascarade pour tout véritable processus de paix qui prendrait en compte les besoins de toutes les parties, en particulier ceux des Palestiniens. Mais pour les besoins de cette vidéo, qui vise à expliquer la structure que Donald Trump essaie de construire, je laisserai de côté toute considération morale. Nous allons simplement nous concentrer sur ce que Trump essaie de faire et sur le type d'organisation qu'il cherche à établir. Je veux simplement expliquer les différentes parties de ce plan telles que nous le comprenons. Une partie concerne ce comité national pour l'administration de Gaza,
composé d'environ 10 à 15 membres d'origine palestinienne, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de Gaza. Et je m'excuse, je m'appuie ici sur Wikipédia. C'est jusqu'à présent la source la plus rapide pour intégrer différents points de données. Ainsi, ce comité n'a été formé que le 16 janvier. Je vous parle aujourd'hui le 19, donc il y a 3 jours. Et voici le noyau de ce qui est envisagé comme un futur organe administratif, un organe technocratique composé de Palestiniens à Gaza, chargé d'administrer Gaza du côté palestinien. Et je dois insister sur ce point, cela se fera du côté palestinien. Nous avons ici plusieurs membres, chacun ayant un portefeuille. Ali Shatta en sera le président. Abdul Karim Ashour sera responsable de l'agriculture. Vous pouvez voir comment ce Conseil de Palestiniens est conçu pour ressembler au noyau d'une structure de gouvernance pour Gaza, post-Hamas et post-massacre, je suppose, ce qui pour l'instant est encore en cours, post-génocide. Donc, cela concerne le côté palestinien. Et ce qui se passe, c'est que Donald Trump, de son côté, sur son Conseil de la paix, construit une structure internationale qui exercera une supervision, SCAMI, administration, en Gaza. Over this National Committee for Administration of Gaza. So the National Committee is anything but sovereign. Ainsi, le comité national est tout sauf souverain. Ce n'est rien de plus que le partenaire de mise en œuvre sur le terrain de ce que le Conseil de la paix va entreprendre. Ce qui est déroutant, c'est que Donald Trump est actuellement en train de construire plusieurs aspects du Conseil de la paix et que le document qu'il a récemment diffusé, la charte du Conseil de la paix, ne mentionne même pas Gaza une seule fois. La charte parle uniquement de la structure du Conseil de la paix. Ce qui est étrange, car le Conseil de la paix est censé être la structure de mise en œuvre du côté de la communauté internationale, justifiée par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies que je considère, pour ma part, comme très mal avisée. C'est celle-ci, la résolution 2803. Cette résolution a été adoptée l'année dernière, le 17 novembre, par le Conseil de sécurité. Les 3 grandes puissances, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, ont voté en sa faveur. La Russie et la Chine se sont abstenues, ce qui a permis son adoption. C'était une surprise. Je pensais qu'elle la torpillerait, mais finalement, la Russie et la Chine l'ont laissé passer. Dans la résolution du Conseil de sécurité, on peut lire, et encore une fois, elle a été adoptée, donc c'est désormais une résolution contraignante des Nations Unies, qu'elle se félicite de la création du Conseil de la paix en tant qu'administration transitoire dotée de la personnalité juridique internationale. Et c'est là la clé pour comprendre ce que fait Trump. Key to understanding what Trump is doing. He's trying to build his own little kingdom. Il essaie de construire son propre petit royaume, sa propre petite organisation internationale, dont il serait le roi, doté d'une personnalité internationale. C'est très différent du simple fait d'avoir une entreprise, vous savez, une SARL ou une société par action aux États-Unis ou en Suisse ou au Japon, car ici, l'idée est de lui donner la même personnalité juridique internationale que celle des Nations Unies ou d'autres organisations internationales qui fonctionnent sur une base intergouvernementale. Prenez la Banque des règlements internationaux, prenez le FMI. Ces organisations sont créées par traité et se situent au-dessus des États-nations et en réalité entre eux. Et Donald Trump essaie de créer sa propre organisation. Il est important de comprendre cela, car toute la construction juridique repose désormais sur la résolution 2803. C'est la bénédiction du Conseil de sécurité pour que ce Conseil de la paix soit établi. La chose stupide, à mon avis, que le Conseil de sécurité a faite, c'est de donner sa bénédiction avant que cette entité n'existe réellement. Pour en parler, j'ai préparé une petite présentation PowerPoint.
J'espère que cela a du sens, car ce qu'il fait en ce moment est assez confus, mais tout cela suit une structure très claire. Ainsi, d'un côté, vous avez Donald Trump lui-même, nommé président de cette organisation. Et nous allons examiner cela. La charte mentionne Donald Trump par son nom. Ce n'est pas le président des États-Unis qui est couronné président, c'est Donald Trump lui-même, selon la charte. Je n'ai jamais vu une charte d'organisation internationale fonctionner de cette manière, car en général, on nomme des personnes qui ont une fonction dans l'État, pas des individus privés. Mais cela montre à quel point tout cela est façonné pour être une ligue de Trump, ou quel que soit le nom qu'on veuille lui donner. Ainsi, sous la direction du président, ce qui se passe actuellement, c'est qu'un conseil exécutif est en train d'être formé. Et M. Trump nous en parle d'ailleurs dans sa petite déclaration ici. Le conseil exécutif fondateur a été constitué. Et ce conseil exécutif fondateur comprend le secrétaire Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, Tony Blair et quelques autres, tous nommés par Donald Trump. Le président nomme tout le monde. Il peut désigner qui il veut. Ce sera le conseil exécutif fondateur qui lancera ensuite toutes ses activités. Revenons à ce petit schéma ici. En même temps, le Conseil de la paix et Donald Trump mettent en place d'autres organes, ce que nous appelons en droit international de cette organisation. L'un est le Conseil exécutif de Gaza et l'autre est la Force internationale de stabilisation. C'est là que les choses deviennent confuses. Ainsi, le Conseil de la paix dispose d'un conseil exécutif et d'un conseil exécutif pour Gaza. Encore une fois, tout cela fait partie du briefing de la Maison-Blanche. La Maison-Blanche souhaite qu'une personne collabore avec le comité national formé sur Gaza, mais Trump ne veut pas que ce soit le conseil exécutif lui-même. Il crée donc un second conseil chargé de traiter les questions liées à Gaza. En soutien au bureau du haut représentant du Sénat, un conseil exécutif pour Gaza est en cours de création. Ce conseil contribuera à soutenir une gouvernance efficace et la prestation de services de premier ordre, favorisant la paix, la stabilité et la prospérité du peuple de Gaza. Les membres nommés sont Steve Witkoff, Jared Kushner, le ministre Hakan Fidan et Ali Al-Tawadi. Hakan Fidan, d'après ce que je comprends, est le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, et il y en a quelques autres, dont Tony Blair. Mais voyez-vous, ces personnes siègent désormais dans les deux conseils, n'est-ce pas? Ils sont à la fois au conseil exécutif et au conseil de Gaza. Ainsi, Donald Trump sépare en fait ces éléments afin de diviser les fonctions ici. Et enfin, nous avons une force internationale de stabilisation. C'est, bien sûr, le bras militaire de ce plan de paix, censé garantir que les FDI se retireront finalement de Gaza, même si je pense que c'est très illusoire. Mais cette force internationale de stabilisation est actuellement mise en place par le pouvoir du Conseil de sécurité. En réalité, le Conseil de sécurité autorise le BOP, le plan d'action, et autorise également les États membres à collaborer avec le BOP pour créer cette force internationale de stabilisation. Ainsi, la FSI est créée avec la bénédiction du Conseil de sécurité. Et bien sûr, la mise en œuvre se fait par l'intermédiaire du Conseil de la paix, ce qui explique pourquoi c'est un sujet aussi important, n'est-ce pas? Le Conseil détient alors une autorité même sur cette force internationale de stabilisation. Mais je dois souligner que la FSI ne fait pas partie de la manière dont Trump met actuellement en place le Conseil de la paix lui-même. La FSI reste donc distincte. À mon avis, ce que nous aurons, c'est essentiellement la FSI et le Conseil exécutif de Gaza travaillant ensemble pour mettre en œuvre la volonté de Donald Trump à Gaza. Maintenant, ce qui s'est passé ce week-end, c'est que Trump a diffusé la charte du Conseil de la paix et il essaie désormais d'intercaler un autre conseil entre le Conseil exécutif et le Conseil de Gaza. So there's a lot of boards going on, and that's the
Il y a donc beaucoup de conseils en jeu, le Conseil de la paix et les membres du Conseil de la paix. C'est vraiment déroutant. Mais le Conseil exécutif va être, tu sais, un peu comme le secrétariat des Nations Unies. Il ressemblera un peu au secrétaire général et à son bureau à l'ONU, ceux qui gèrent les affaires quotidiennes. Tandis que le Conseil de la paix, lui-même, le Conseil, est composé soit de présidents, soit de premiers ministres de différents pays. Nous y reviendrons dans un instant. Mais ce serait alors le niveau politique, un peu comme l'Assemblée générale de l'ONU, si tu veux, même si cela n'y ressemblera jamais vraiment. Mais si l'on reste dans ces parallèles, il est fondé sur la vision de la charte, n'est-ce pas? Et la charte, c'est ce qui a été envoyé. The vision of the charter, right? And the charter is what has been sent out. The charter is what we now, for the first time, La charte est ce que nous découvrons ici pour la première fois, grâce aux Times of Israel. Et cette charte, en réalité, c'est un peu comme la constitution d'un pays, n'est-ce pas? Une charte pour une organisation internationale. C'est comme la constitution d'un pays. C'est la loi fondamentale, les règles de base selon lesquelles l'organisation est établie. Et cette charte, encore une fois, ne mentionne pas du tout Gaza. Elle ne parle que du fonctionnement de l'organisation. Ce qui est inquiétant, c'est qu'elle est déjà conçue de manière à ce que M. Trump conserve tous les pouvoirs. C'est lui qui décide qui est invité à rejoindre le conseil d'administration et qui ne l'est pas. Ainsi, la composition du conseil n'est pas universelle. À moins que M. Trump ne dise « Je veux inviter cet État », aucune invitation ne sera envoyée. Et ensuite, ces États peuvent décider s'ils souhaitent ou non avoir un représentant au sein du Conseil. Donc ce n'est probablement pas une coïncidence si l'Iran ne siégera pas à ce Conseil tant qu'il n'y aura pas eu de changement de régime. En ce qui concerne la structure, terminons cela. Toute la justification en droit international, expliquant pourquoi c'est légal, pourquoi cette organisation fonctionne et d'où elle tire son autorité, provient de la résolution 2803 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est de là que découle toute sa légitimité. C'est l'un de ces cas où Donald Trump semble réellement se soucier du droit international et où il essaie de modeler ses créations sur des structures assez bien définies. Et puis, en dessous de tout cela, bien sûr, il y a Gaza, qui est la raison même pour laquelle l'ONU a donné son consentement au Conseil de la paix. Mais au-dessus de Gaza se trouve ce comité national que nous venons de voir. En fin de compte, pour l'instant, ce sont le Conseil de la paix, le Conseil exécutif et le Conseil exécutif de Gaza qui vont traiter avec le NCAG et la Force internationale de stabilisation qui se rend en Inde et constituera la force militaire chargée de patrouiller ce qui se passe directement à Gaza. Voilà donc la structure actuelle. Ce que je vous dis, c'est que M. Trump se prépare déjà à réorganiser les choses comme suit. Faire en sorte que toute la question de Gaza devienne simplement un bras, une branche de ce qui se passe. Il y aura le Conseil exécutif de Gaza, responsable de Gaza et de la Force internationale de stabilisation, et cela restera d'un côté. Puis de l'autre côté, il y aura une sorte d'organisation internationale, le Conseil de la paix, qui pourra s'occuper de tout ce qu'elle souhaite, car elle possède la personnalité juridique et peut agir sans être liée par les lois concrètes d'aucune nation. C'est, bien sûr, là que réside la valeur d'une telle organisation. This is, of course, where the value of such an organization is. Again, Revenons encore à cette diapositive. Parce qu'une fois que cette organisation internationale existe et que les États membres y participent, elle acquiert une personnalité juridique internationale et bénéficie de l'immunité. Une immunité vis-à-vis des lois nationales, de toutes sortes de mécanismes de contrôle, n'est-ce pas? En gros, elle n'est pas souveraine, mais elle se situe en dehors des cadres juridiques de tout État particulier, tout comme les Nations Unies. Les Nations Unies ont un siège à New York et un autre à Genève. Et bien que Genève se trouve en Suisse et que la Suisse dispose de lois du travail bien établies, ces lois du travail ne s'appliquent pas aux Nations Unies.
well-established labor laws. These labor laws do not apply to the United Nations. The UN doesn't have to follow them at all, and the UN doesn't L'ONU follow n'a them. absolument The UN pas is à les actually suivre. notorious for Et being l'ONU pretty ne les bad suit pas. employer in Switzerland. L'ONU est d'ailleurs réputée pour être un employeur plutôt médiocre en Suisse, car elle exploite vraiment ses petits employés et ses employés à temps partiel, alors qu'elle verse de très bons salaires aux employés à temps plein. Mais les petits et les temps partiels ne reçoivent presque rien. Cela ne serait pas autorisé par la loi suisse, mais comme l'ONU n'est pas responsable, qu'elle n'a pas à se soumettre à la loi suisse, elle peut faire ce qu'elle veut. Et c'est cela que Donald Trump est en train de construire. Encore une fois, je pense que ce qu'il fait, c'est créer un très grand fonds d'investissement, sans contrainte, destiné à faire des affaires à l'international et à construire des choses. Je pense que le mot construction, dans construction de la paix, est vraiment l'élément essentiel. Il veut un grand fonds d'investissement. Voyons simplement comment tout cela est organisé. La charte stipule, au chapitre 2, Adhésion, que les membres du Conseil de la paix sont limités aux États invités à participer par le président. Encore une fois, si l'on revient en arrière, ce que je vous dis ici, c'est que le Conseil lui-même, les membres du Conseil, ce qu'il est en train de mettre en place, c'est le bras politique. Et le bras politique n'existe pas encore. Seul le bras exécutif existe. Et dans le bras politique, ce qu'il fait maintenant, c'est dire, d'accord, toute personne que j'invite peut rejoindre. Encore une fois, la raison pour laquelle je ne suis pas extrêmement inquiet qu'il essaie de faire quelque chose de très malveillant, c'est qu'il n'essaie pas de construire une alliance. En réalité, l'article 2.2b stipule que rien dans cette charte ne doit être interprété comme conférant au Conseil de la paix une compétence sur le territoire des États membres, ni comme obligeant les États membres à participer à des missions particulières de consolidation de la paix sans leur consentement. Cela n'a donc rien à voir avec la création d'une force d'intervention militaire ou quoi que ce soit de ce genre. Il s'agit uniquement de donner une légitimité à l'organisation de Donald Trump. Le paragraphe C22C précise que chaque État membre exerce un mandat d'une durée maximale de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la charte, sous réserve de renouvellement par le gouvernement allemand. Tout État membre peut participer pendant 3 ans, puis son mandat prend fin. Mais écoutez bien, la durée d'adhésion de 3 ans ne s'applique pas aux États membres qui versent plus d'1 milliard de dollars en fonds liquides au Conseil de la paix au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur de la charte. C'est une manœuvre pour se faire de l'argent. C'est une manœuvre pour se faire de l'argent. Donald Trump est en train de mettre en place un portefeuille international, son propre portefeuille international personnel, et il va essayer de le remplir avec autant d'argent que possible. Et cet argent, au final, sera sous sa supervision, avec quelques dignitaires venus du monde entier qui, toutefois, siègent là à sa demande. Tout ce que fait le Conseil doit avoir le consentement du président. C'est donc une sorte de vaste opération internationale de captation d'argent qui continuera même après la fin de son mandat en 2028, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là qu'il devra quitter ses fonctions de président des États-Unis. Il prépare donc déjà ses prochaines étapes. Je veux dire, c'est une manœuvre commerciale sur laquelle un homme d'affaires, évidemment, travaille. Alors, nous y voilà. Sous la gouvernance du Conseil, cela montre encore une fois à quel point les pouvoirs du président sont étendus. Le Conseil de la paix est composé de ses États membres, et l'ordre du jour des réunions doit être établi par le Conseil exécutif, sous réserve d'un avis et de commentaires des États membres, ainsi que de l'approbation du président. Sans l'approbation du président, aucun ordre du jour ne pourra jamais être fixé pour les réunions. Chaque État membre dispose d'une voix au sein du Conseil. Les décisions sont prises à la majorité des États membres présents et votants, sous réserve de l'approbation du président.
Ainsi, le président dispose toujours d'un droit de veto dans cette structure, ce qui signifie, premièrement, que rien ne peut être discuté sans que le président y consente, et deuxièmement, que rien ne peut être adopté sans son accord. Franchement, c'est vraiment, vous savez, du Trump SA. International, n'est-ce pas, à ce stade. Et ici, le président, je dois encore le souligner, la charte stipule que le président est Donald J. Trump. Il doit servir comme président inaugural du Conseil de la paix et séparément comme représentant inaugural des États-Unis d'Amérique. Le président aura l'autorité exclusive de créer, modifier ou dissoudre des entités subsidiaires selon ce qui est nécessaire ou approprié pour accomplir la mission de paix du Conseil. Donc, Trump mettra en place toute la structure comme il le souhaite, comme ce Conseil pour Gaza. Pourquoi peut-il simplement inventer cela? Parce qu'il le peut. Parce qu'il a rédigé la charte qui dit qu'il le peut. Tout dépend de sa volonté, n'est-ce pas? C'est bien sûr un peu précaire, car M. Trump a déjà 69 ans et aura 80 ans cette année. Il existe donc une disposition de remplacement stipulant que le président doit à tout moment désigner un successeur pour le poste de président. Le remplacement du président ne peut avoir lieu qu'à la suite d'une démission volontaire ou en cas d'incapacité, tel que déterminé par un vote unanime du Conseil exécutif. Ainsi, même si Donald Trump meurt avant de démissionner, le Conseil devrait parvenir à une décision unanime. Et s'il n'y a pas de décision unanime, il n'y aura pas de remplacement. M. Trump s'est donc assuré qu'il resterait aux commandes aussi longtemps qu'il le souhaite et qu'il transmettra les rênes de cette structure à qui il veut, et seulement quand il le voudra, n'est-ce pas? Rien n'empêche donc l'organisation de passer, disons, entre les mains de son gendre, Jared Kushner, ou de l'un de ses autres enfants. Cela pourrait en fait devenir une organisation internationale héréditaire s'ils choisissent de la faire ainsi. C'est parce que tout est entre les mains du président, n'est-ce pas? Cela peut être transmis à n'importe quel successeur à tout moment, selon la décision de M. Trump. Et vous savez, c'est aussi très anachronique. Je veux dire, on ne fait plus cela en droit ou en traités internationaux. En général, on désigne quelqu'un comme président ou simplement chair pour rester neutre sur le plan du genre. Mais ici, c'est manifestement conçu pour être l'organisation de M. Trump, au point que quelque part dans le texte, il utilise même le mot « il » pour désigner le président. Il n'y a donc aucune idée que cela puisse un jour être une femme. C'est assez stupéfiant, et c'est pourquoi, encore une fois, je ne pense pas que M. Trump construise une structure rivale de l'ONU. Il est en réalité en train de bâtir sa propre prochaine entreprise, une entreprise internationale. Le conseil exécutif sera bien sûr choisi par le président. C'est lui qui nomme tout le monde, comme Jared Kushner et ainsi de suite. Tout est fait par le président. Ils disposent, bien entendu, de dispositions financières. Ils peuvent ouvrir des comptes, créer des comptes bancaires et les gérer. Le statut juridique du Conseil de la paix et de ses entités subsidiaires est qu'il possède une personnalité juridique internationale. Encore une fois, c'est ce que je vous ai déjà dit, ils ne sont pas soumis aux lois des États-Unis. En réalité, à un certain moment, ils devront négocier un accord de pays hôte par lequel les États-Unis signeront que le Conseil de la paix sera établi, disons, à New York, tout comme l'ONU est installée à New York, mais que la police et l'armée américaine ne pourront pas pénétrer dans les locaux de cette organisation. Ce sera très similaire au FMI, comme la Banque des règlements internationaux, mais probablement avec un accent sur la construction et l'investissement. Mais encore une fois, ce ne sera pas soumis aux lois d'aucun pays. Le Conseil de la paix devra garantir l'octroi de tels privilèges et immunités. Donald Trump, en tant que président,
bénéficiera d'une immunité diplomatique à vie. Le président de ce conseil aura une immunité diplomatique à vie. Il sera impossible de le poursuivre, car il sera le président en exercice de cette organisation internationale. Et les États-Unis, Donald Trump, j'en suis presque sûr, veilleront à ce que lui, en tant que président des États-Unis, signe un accord avec le Conseil pour le confirmer et il le fera ratifier par le Sénat américain. Donc vous voyez, c'est un plan très astucieux pour disposer de son propre petit véhicule d'investissement international à travers lequel on peut faire tout ce qu'on veut. Je veux simplement souligner qu'il y a un article sur le règlement des différends qui en réalité ne parle pas du tout de règlement des différends. Normalement, il devrait expliquer comment gérer les litiges et quelle est l'autorité supérieure, comme un tribunal d'arbitrage, un tribunal national ou la Cour internationale de justice, par exemple. Mais non, le Conseil de la paix est le fief de Donald Trump. C'est pourquoi l'arbitre ultime dans tout différend sera toujours le président, l'autorité finale. C'est une blague. Mais c'est une blague qui a maintenant de très bonnes chances d'aboutir et de devenir une organisation internationale. Ce qui est intéressant, cependant, c'est qu'il est évident que M. Trump ne fait pas vraiment confiance à ce conseil. Cela montre qu'il n'est pas sûr que cette chose soit utile ou non. Il a déjà intégré un interrupteur d'arrêt. C'est aussi très intéressant. Les conditions de dissolution. Je veux simplement vous les lire. Le Conseil de la paix sera dissous au moment où le président le jugera nécessaire ou approprié, ou à la fin de chaque année civile impaire, à moins qu'il ne soit renouvelé par le président au plus tard le 21 novembre de la dite année civile impaire. Donc, bien sûr, le président peut le dissoudre à tout moment. Et s'il ne le renouvelle pas tous les 2 ans, il disparaîtra de lui-même. Il y a donc, en quelque sorte, un interrupteur d'arrêt. Cela signifie, bien sûr, en lien avec les dispositions concernant le prochain président, que si nous nous retrouvons dans une situation où le président meurt ou devient inapte, et que le Conseil ne peut pas se mettre d'accord sur un successeur, car il faut l'unanimité, tous les membres du Conseil doivent approuver le successeur. Alors, s'ils n'arrivent pas à en désigner un et qu'une autre année impaire arrive, l'organisation disparaîtra. Then the whole organization will die. So there's a situation thinkable. Il existe donc une situation imaginable où, faute de pouvoir prendre une décision, l'organisation elle-même mourrait. Et je ne connais aucune organisation internationale qui dispose d'un interrupteur d'arrêt de ce genre. C'est assez extraordinaire. Je suppose que la raison pour laquelle il parle de chaque année impaire, c'est que dans la résolution 2853 du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a en fait une disposition qui stipule que cette résolution est valable jusqu'à la fin de 2027. La voici. Le BOPE et la présence civile et sécuritaire internationale à Gaza sont autorisés par cette résolution et le resteront jusqu'au 31 décembre 2027. La résolution doit donc être réaffirmée pour conserver sa validité. Et il semble que Trump modèle en quelque sorte le Conseil de la paix sur cette résolution de 2027, comme une date d'expiration. De plus, encore une fois, je pense qu'il ne fait pas encore totalement confiance à sa propre création, donc il veut qu'elle puisse être dissoute en cas de problème. In case something goes wrong, but as we can see, right, this organization. Mais comme on peut le voir, cette organisation est déjà construite de manière à être, disons, le petit fief de Trump. Et oui, voilà donc mon interprétation de ce qui se passe. Je suppose qu'il utilisera cela, si cela se concrétise, comme un moyen d'attirer d'abord des milliards de dollars de dons qu'il pourra ensuite utiliser à sa guise et d'avoir quelque chose à faire même après avoir quitté la présidence des États-Unis.
tout en étant juridiquement protégé contre toute réclamation. Il l'utilisera probablement comme un grand fonds d'investissement, destiné, je suppose, à des projets de construction et à l'acquisition de terrains, car en théorie, cette organisation peut bien sûr acheter des terrains ou en recevoir de la part d'États membres. Ces terrains deviennent alors une sorte d'espace international, juridiquement exempt. En gros, cette organisation pourrait déclarer les parcelles qu'elle achète et développe comme étant très similaires dans leur fonctionnement à celui des ambassades, c'est-à-dire extraterritoriales. Ainsi, on pourrait construire partout dans le monde des Trump Plazas extraterritoriaux, je ne sais pas, où l'on pourrait faire du jeu ou autre chose, puisque l'on pourrait leur accorder un statut extraterritorial. Il s'agirait d'une organisation internationale fondée sur un traité international, la résolution du Conseil de sécurité et la charte que M. Trump est en train d'élaborer, la charte du BOP. S'il est ratifié par 3 États membres, il entre en vigueur et en vertu du droit international, il aura la force d'un traité. En tant que tel, l'organe du traité peut, en théorie, aller très très loin dans ce qu'il peut faire et dans la manière dont il peut interagir avec les États membres, sans que ces États membres ne lient à l'organisation par leurs lois. C'est étrange. C'est une situation vraiment, vraiment étrange. Et cela n'a certainement plus rien à voir avec Gaza comme objectif principal. Le fait que Gaza ne soit même pas mentionné une seule fois dans cette charte en dit long. D'un autre côté, ce n'est pas une organisation rivale de l'ONU. Elle a un caractère similaire en droit international, mais elle ne le sera jamais. Ce n'est pas conçu pour être un contre-ONU, mais plutôt son propre petit fonds d'investissement international, et je n'ai jamais rien vu de tel. Il profite simplement de chaque option qui se présente. Appelez cela de l'opportunisme, du génie, comme vous voulez. Mais il me semble que c'est dans cette direction que nous allons. Je continuerai certainement à en rendre compte une fois que nous en saurons davantage. Pour l'instant, nous en sommes au stade où le Conseil de la paix lui-même doit être établi et le traité, la charte, doit être accepté puis ratifié par 3 États afin d'exister juridiquement et d'avoir force de loi au regard du droit international. Nous n'en sommes pas encore là. Nous verrons où cela mènera. Mais, vous savez, on peut être sûr que les États-Unis en feront partie, qu'Israël en fera partie, et qu'il ne sera pas très difficile de trouver un 3e membre pour s'y joindre et le ratifier, ce qui lui donnera alors une portée internationale. Que l'organisation soit réellement impliquée dans l'obtention de tous ces milliards et milliards de dollars provenant des États membres est une autre question. Mais une fois qu'elle aura ce statut international, Donald Trump pourra l'utiliser et s'en servir comme levier. Et encore une fois, pour le moment, cela reste lié à la question de Gaza. Mais cette question est en réalité très secondaire. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you very much for your attention.